Je crois qu'on peut y aller. Mesdames et messieurs, bonjour. Je sais que les conditions ne sont pas optimales du fait de la chaleur, mais merci d'être avec nous. Surtout qu'on a la chance d'avoir... Ils sont déjà dissipés. On a déjà la chance d'avoir 2 intervenants de qualité. Ils le sont tous, mais ceux-là peut-être vont vous apporter leur éclairage. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, président d'une grosse fédération, la Fédération du commerce et de la distribution. Et puis Patrick Martin, le patron des patrons, on a envie de dire, président du MEDEF. Et on a un thème ce soir qui va concerner beaucoup de Français, puisqu'on va parler France, salaire, Europe, mais surtout salaire. Quelle équation gagnante? Alors peut-être déjà ce qu'on entend tout le temps, c'est qu'en France, on a un problème de salaire et notamment un problème de consommation. Et j'ai envie de me tourner tout de suite vers vous, Alexandre Bompard. Qu'est-ce que vous observez dans vos magasins, dans vos hyper? Vous êtes un bon lieu d'observation de ce que consomment les Français. Est-ce qu'effectivement, on a une consommation, comme le disent certains chiffres macroéconomiques, qui est un peu à la peine? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici, de débattre avec Patrick Martin, avec lequel nous allons tenter de faire une controverse conflictuelle, ce qui est difficile. Ça fait une semaine qu'ils y réfléchissent. Je viens de découvrir que j'avais 2 Lyonnais sur ce plateau, ce qui pour un Stéphanois est un autre moment difficile, mais bon, sinon tout se passera bien. Alors je suis toujours très content quand on me demande de parler de consommation, parce que je suis toujours frappé dans ce pays, quand on parle entreprise, on a tendance à parler compétitivité, investissement, balance commerciale. Et au fond, moi, à la fois par fonction, mais aussi quand je raisonne un peu, je me dis que le moteur de la consommation, il est assez important dans la croissance française. D'ailleurs, cette année, 50% de la croissance viendra de la consommation. Donc, quand la consommation tousse, on n'a pas seulement un problème de commerce, on a un problème général de croissance. Or, on a assisté les 2 dernières années, les 3 dernières années, parce qu'il y a eu de l'hyperinflation, on a assisté à une décroissance des volumes, on a assisté à une baisse, presque un effondrement de la consommation. Un tiers des Français se sont privés, un tiers des Français ont fait des arbitrages et 50% d'entre eux pensent que leur pouvoir d'achat, alors même qu'il est en train de s'améliorer, parce que désormais l'inflation est à 0, 50% d'entre eux se disent « en fait, mon pouvoir d'achat ne s'améliore pas ». Donc on a quand même beaucoup de tensions, on a des volumes qui sont en baisse, on a une épargne qui est à 19%, ce qui est un taux record. Néanmoins, pour apporter une petite note d'optimisme, depuis le début de l'année, ce qu'on voit, c'est une légère reprise des volumes de consommation. La consommation, après avoir décliné profondément pendant 2-3 années à cause de l'hyperinflation, repart légèrement à la hausse, donc c'est positif. Et la qualité de la consommation s'améliore aussi. C'est-à-dire? C'est la croissance du bio qui s'était effondrée, qui repart à la hausse. C'est les produits frais qui s'étaient effondrés, qui repartent à la hausse. C'est les achats plaisir, pas seulement liés à l'été, qui repartent à la hausse. Donc on a quelques petits signaux d'une reprise de la consommation. C'est fragile. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez de temps en temps me bagarrer pour éviter qu'on fragilise encore plus ce moteur de la consommation qui reprend légèrement. Et c'est la raison pour laquelle je demande en permanence au pouvoir public d'arrêter le discours anxiogène des dépenses publiques, des dépenses fiscales, des nouvelles recettes fiscales, etc. etc. Parce qu'au fond, si on a 5 points d'épargne en plus que dans les autres pays européens, c'est parce qu'on a une incertitude politique et fiscale extraordinairement élevée. Donc le moteur de la consommation, c'est clé. Il repart un peu. Bonne nouvelle. Protégeons-le au maximum. En même temps, les entreprises, quand on est chef d'entreprise, c'est peut-être difficile en ce moment d'avoir le moral. Vous avez, alors il ne faut pas faire un discours trop anxiogène, mais vous, qu'est-ce que vous observez? Vous observez une reprise de votre côté? Qu'est-ce que vous disent vos adhérents, Patrick Martin? Alors, à mon tour, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour Alexandre, bonjour Fanny. Comme Alexandre a été avant toute chose, et c'est normal présenté comme le président, directeur général de Carrefour, je suis avant toute chose entrepreneur. Mais ça va de soi. Voilà. Non, moi je partage évidemment tout ce que vient de dire Alexandre, mais s'ajoute à l'attentisme qu'on peut comprendre, que tu as expliqué, dont tu as expliqué les raisons, l'attentisme des consommateurs, la mise à l'arrêt en définitive de quasiment tous les moteurs de la croissance. Et pour les mêmes raisons. Alors, il y a une composante spécifiquement française. Moi, je partage donc tout à fait le fait que cet aléa politique, ces interrogations,
Et la durabilité, si je puis dire, de cette période incertaine, c'est-à-dire normalement jusqu'aux élections de 2027, si elle tranche le débat d'ailleurs, hein, s'ajoute à ça évidemment tout ce qui se passe à la surface du globe et qui conduit les agents économiques d'une manière générale à être extrêmement prudents. Donc non seulement la consommation ne repart pas, ou elle repart timidement, et tant mieux, hein, mais l'investissement, lui, depuis 2 ans et demi, l'investissement des sociétés non financières est en retrait, donc depuis 2 ans et demi. À un moment où, au contraire, on regarde la compétition internationale qui va encore s'intensifier, on regarde des exigences de décarbonation, on regarde de l'impératif de digitalisation, on devrait être le pied au plancher pour investir. Et en même temps, la consommation, vous nous dites, elle repart et on voit tous les jours, toutes les semaines, des enseignes qui ferment, qui baissent le rideau. Est-ce que ce n'est pas un énorme plan social du côté du commerce? Alors ça touche peut-être un peu moins les hyper, mais quand même, il y a un sujet. Vous avez raison, depuis 18 mois, 50 000 emplois dans le secteur du commerce et de la distribution ont été supprimés. Ce chiffre est complètement fou. C'est chaque semaine, en une semaine, là, on a eu Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers, Kesa, c'est 2500 emplois qui ont été supprimés. Dans une forme, pardon, je le dis, de relative indifférence générale. Moi, je suis toujours frappé quand une usine de 100 personnes est en danger. Je m'en réjouis d'ailleurs. Il y a une intervention des pouvoirs publics, une mobilisation très forte, etc. Là, c'est 50 000 emplois qui ont été supprimés depuis 18 mois, dans une forme d'indifférence générale. Pourquoi ils sont supprimés? À la fois parce que la consommation va mal, on se le disait, elle a été très très mauvaise en 2023-2024 et elle repart très légèrement seulement en ce moment. Et puis aussi parce que tous ces acteurs que j'ai cités, notamment ceux de la distribution spécialisée, ils sont confrontés à une concurrence complètement folle, nouvelle, puissante, soudaine, de plateformes chinoises, Shine et Temu pour ne pas les nommer, je vais finir par être leur principal porte-parole, qui, au fond, entrent en Europe de manière totalement folle, respectant évidemment ni les règles douanières, ni les réglementations, ni les règles sociales, ni les règles fiscales, ni même les règles de sécurité élémentaires sur les produits. Ce qui fait que vous êtes commerçant, vous êtes fabricant de jouets, vous êtes vendeur de vêtements, vous vous retrouvez face à des acteurs qui déversent 200 millions de colis par an dans une infraction à toutes les règles. 95% d'entre eux, des colis qui arrivent, quand ils sont contrôlés, parce que quelquefois on a la gentillesse de les contrôler, sont illégaux. Tout est illégal. Dans une indifférence générale, et là aussi, on a une accélération incroyablement forte des défaillances d'entreprises qui sont uniquement liées à ce nouvel élément-là. Et vous trouvez qu'on en fait trop donc, pour l'industrie, quelque part en creux, et en même temps, vous n'avez de cesse de dire il faut réindustrialiser le pays, on a les mêmes problèmes avec l'entrée de certains produits asiatiques. Vous trouvez que le gouvernement se focalise sur le grand plan de réindustrialisation et peut-être pas assez sur le commerce? Non, ça n'est pas binaire ou alternatif, c'est pas l'industrie versus les services ou la distribution ou d'ailleurs la construction, parce que tout ça est extrêmement intégré. J'en veux pour preuve, on est supposé avoir une controverse, mais on est systématiquement d'accord, ça doit être extrêmement frustrant pour l'auditoire. J'en veux pour preuve la réunion que j'ai organisée avec le CEO de Shein, Monsieur Donald Tang. Alors je fais devant le ministre des Armées une mauvaise blague, il faut se méfier des Donald en ce moment, hein, qui était flanqué d'un certain nombre de ses collaborateurs chinois, je tiens à le préciser, aucune allusion, et moi-même j'étais flanqué de nos adhérents de l'industrie du jouet et de la puriculture, du textile, de l'habillement, de la cosmétique, et puis bien sûr nos adhérents de la consommation. Et les uns et les autres tenaient exactement le même discours, avaient exactement la même analyse que celle que vient de nous livrer Alexandre. Avec, j'insiste à mon tour sur ce point, des enjeux majeurs de conformité des produits. Et donc ces industriels s'étonnaient d'être contrôlés assez systématiquement, notamment dans le domaine du jouet, et c'est normal d'une certaine manière, parce qu'il y a des vies humaines, des vies d'enfants en l'occurrence, qui peuvent être mises en danger, alors même que Chine, mais c'est vrai de Temu, ne sont pas soumis au même contrôle, au motif qu'il y a des volumétries tellement importantes que ni les douanes, ni la DGCCRF, au niveau français ou leur équivalent dans d'autres pays européens, sont équipés pour procéder à ces contrôles. Mais ça m'amène une autre interrogation. On finit par avoir un doute sur la réalité des chiffres macroéconomiques de la consommation. Alors pas sur l'alimentaire, ils ne sont pas encore sur l'alimentaire, hein, mais surtout le non alimentaire, parce que finalement, ces grands acteurs
sous-déclarent d'évidence la valeur des produits qu'ils exportent vers la France. Donc il y a peut-être une correction à apporter de ce point de vue. Ça crée... Alors si même vous vous mettez à douter des chiffres, on n'en sort pas quand même. Non, mais c'est leur chiffre déclaratif. Ah oui, La valeur moyenne d'un colis déclaré par Chine, tout ça va me valoir un procès pour diffamation. La valeur moyenne d'un colis expédié depuis la Chine par Chine, c'est 8 € en avion cargo. Ça interroge. Hein. Alors après, on sait tout. Et je continue. Donc, pourquoi je parle de ça? Pour dire qu'il y a des intérêts étroitement liés entre tous les secteurs d'activité. C'est le moins que puisse dire le président du MEDEF, puisque nous représentons tous les secteurs d'activité. Mais c'est ma conviction robustement étayée. On ne peut pas avoir une industrie prospère si on n'a pas de métier de service, de distribution, de construction, je dirais un mot de la construction, et réciproquement. Donc c'est un peu, pardon, c'est pas à vous que ça s'adresse, Fanny, mais c'est un peu sommaire ou un peu réducteur de dire c'est l'un ou l'autre. Le problème global qu'on a dans notre pays, c'est que la création de richesse n'est pas suffisamment encouragée. Et moi, je regarde ce qui se passe, bien sûr, dans le monde, mais ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe, qui joue essentiellement avec les mêmes règles, les surtranspositions françaises mises à part. Eh bien, on a des voisins européens qui se portent remarquablement bien en termes de croissance, en termes de finances publiques, ou qui se redressent remarquablement bien. Donc notre vrai problème, ce n'est pas de gérer la pénurie et de savoir comment on va répartir le peu de richesse que l'on crée, c'est de créer beaucoup plus de richesse. Et créer beaucoup plus de richesse pour augmenter les salaires. On sait qu'en France, un de nos soucis, c'est le poids de la protection sociale. C'est ce différentiel dont on entend souvent parler entre le salaire brut et le salaire net. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut par exemple mettre en place une TVA sociale? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais d'abord, il ne faut pas que ce débat important occulte le premier débat. Le premier débat, c'est de réduire nos dépenses publiques, notamment sociales, par voie de conséquence, réduire les prélèvements obligatoires sur les ménages comme sur les entreprises. Et immanquablement, ça générera des marges de manœuvre pour distribuer. On voit bien du la pouvoir difficulté que c'est. On attend. Après, il y a le sujet qui n'est pas simple non plus, du financement de la protection sociale. Je pense que le débat est en train de mûrir. Moi, dans les petites victoires culturelles ou intellectuelles qu'on a eues ces derniers temps, je ne parle pas uniquement du MEDEF, il y a deux sujets qui ont fini par émerger alors que c'était totalement tabou. Je veux parler des retraites par capitalisation et du financement de la protection sociale, dont, le cas échéant, la TVA sociale. C'est très bien qu'on en parle. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la TVA sociale? Parce que vous avez eu... Alors, c'était avant le conclave retraite, mais vous avez plutôt dit que c'était une option qu'il fallait regarder. Bien sûr, je ne suis pas le seul à le dire, hein, tant mieux. Je mesure la sensibilité, y compris sectorielle, hein, de ce sujet-là. Mais enfin, à la fin des fins, il commence à se dessiner un consensus, j'ose le dire. Je sais qu'il y a des représentants d'organisations syndicales dans l'assistance, y compris chez certaines OS. On a un vrai problème de répartition du financement de la protection sociale, qui pèse par trop, y compris pour financer des régimes où l'entreprise et les salariés n'ont pas de légitimité particulière. Je pense à la famille, je pense à la maladie, ça pèse trop sur les entreprises, sur le coût du travail. Donc on pourrait le détacher et augmenter de quelques points de TVA. Peut-être on va laisser Alexandre Bompard. Non, mais je finis en disant que l'idéologisation de ce sujet est absurde, puisque d'ores et déjà, il y a une bonne part de la protection sociale qui est financée par de la TVA et de la CSG. 57 milliards. Donc, agiter les peurs, dire que c'est le... Sur 250, hein. 300. Je finis par là. Après, je te promets, je me tais. On a 1700 milliards d'euros de dépenses sociales. Ce dont on parle, c'est d'un transfert de l'ordre de quelques dizaines de milliards d'euros. Si on arrive à 40 milliards, c'est déjà beaucoup, vers la fiscalité. Donc 40 milliards versus 1700 milliards. Je ne pense pas que ça justifie que la France se déchire. Une augmentation d'1 ou 2 points de TVA, vous en pensez quoi? Alors moi, je pense radicalement l'inverse de ce que vient de dire Patrick, et pas du tout pour des raisons sectorielles. Qu'est-ce qu'on a vu les 5 dernières années? À chaque fois qu'on est parti sur ces sujets qui ont l'air très intelligents, je baisse un peu de cotisation sociale en face de la taxe, la TIPP, gilet jaune. Avant, bonnet rouge. Les Français... Ils ne veulent pas de hausse de TVA, c'est ce que vous dites. C'est l'impôt le plus injuste, la TVA. On paye tous le même. C'est l'impôt le plus injuste. La seule idée qui consisterait à dire aux Français, on a trouvé un truc chouette, on va augmenter de 2 points la TVA. D'abord, on l'augmente pourquoi? On l'augmente pour baisser les déficits publics,
on l'augmente pour améliorer la compétitivité des entreprises avec une baisse des cotisations sociales, ou on l'augmente pour donner du pouvoir d'achat aux ménages en baissant la cotisation salariale. Au fond, on n'en sait rien. La réalité, c'est que le sujet de TVA sociale, il n'est agité que pour une raison, c'est qu'évidemment, c'est très dur de baisser les déficits publics, c'est le moins qu'on puisse dire quand on voit les dernières projections de la Cour des comptes. Et au fond, l'idée qu'on revienne devant les Français en leur disant « J'ai une bonne nouvelle, j'ai fait un nouveau ballon d'essai, qui est la nouvelle spécialité du moment. Le ballon d'essai chaque jour pour essayer de voir s'il y a une mesure fiscale qui va passer l'atmosphère. Et j'augmente la TVA sociale avec l'idée que ça permettra une baisse des cotisations sociales, soit employeurs, soit salariés. On ne sait pas. Personne ne sait. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut arrêter d'emmerder les Français avec ces sujets-là. Parce que Patrick a raison. C'est un petit montant. Mais on a vu récemment que les petits montants et les petits sujets qui nous avaient l'air à nous tous, quand on faisait nos grandes équations intelligentes, qui nous avaient l'air à nous tous être des petits sujets, ça devenait des très gros sujets. Et par ailleurs, encore une fois, on a un moteur de la conso qui est le seul truc qui tient un peu. C'est pas comme si tout tenait. On a une consommation qui tient un peu depuis le début de l'année. Laissons-la tranquille. Laissons-la tranquille quelque temps. On n'a pas la réforme pour le moment. On n'a pas bouclé ce système de j'augmente la TVA sociale, je baisse les cotisations sociales employeurs ou salariés. On ne sait même pas ce qu'on veut faire. Donc enlevons ce sujet et continuons à baisser la dépense publique et à réfléchir à cette question folle qui est comment est-ce que je trouve une méthode durable et pérenne pour baisser la dépense publique? Parce que c'est ça notre sujet collectif. Alors, on aura bien compris que c'était difficile de vous mettre en désaccord, mais il y a quand même quelques petites nuances. On n'a pas fini de faire débat. Et justement, peut-être une ou deux questions, si vous voulez prendre la parole. C'est le moment. Vous vous présentez, si c'est possible. Et c'est une question, c'est pas... Allez-y, monsieur. Oui, allez-y. Je pense qu'il y a peut-être un micro dans la salle. Allez-y, sinon, on va essayer de vous... Ah non, c'est difficile. Oui, effectivement. Alors, Serge Nardelli, donc, je suis secrétaire général du syndicat Commerce et Services des Bouches-du-Rhône, donc il y a bien des organisations syndicales de salariés ici présents. Donc, votre question. Oui, je vais vous la poser la question. La question, elle est sur l'investissement. L'investissement d'aujourd'hui, c'est les emplois de demain. D'accord ? Donc, la question, elle va se poser à M. Alexandre Bompard, où je suis en partie complètement d'accord et en désaccord avec M. Martin sur la TVA sociale. Vous voyez, donc on a un point d'accord. Sur tout ce que vous avez dit, j'adhère complètement. D'accord ? Complètement. Par contre, il y a un sujet où c'est qu'on n'est pas d'accord, c'est sur le maintien du pouvoir d'achat. Donc, je sais très bien la réponse, parce que ma question va aller sur l'allocation gérance franchise. D'accord ? Puisque vous avez récupéré le bébé quand vous êtes devenu dirigeant. Donc, c'est la faute de l'État, de l'entreprise Carrefour. Elle n'est pas à vous la responsabilité. Votre question, monsieur. Oui, madame, je vais vous la poser. Donc, au-delà de l'externalisation des salariés, d'accord, les salariés que vous avez externalisés, ils ont sauvegardé leur emploi, bien sûr, évidemment, c'est ce que vous allez me dire. Vous avez préféré fermer... Monsieur, je vous arrête tout de suite. C'est une question qu'il faut poser. Oui, madame, je vais vous la poser. Non, vraiment, mon rôle, c'est ça. Donc, monsieur Bompard, ce que j'ai à vous dire, c'est, au lieu d'externaliser, il aurait fallu investir dans les magasins pour les donner un autre élan sur l'investissement, d'accord, pour développer cette richesse du patrimoine de Carrefour. Merci, monsieur. Je vous propose que le débat entre Carrefour et Carrefour, on le mène ensemble parce que j'ai peur qu'il ne passionne pas totalement les foules. Mais vous avez raison, il y a deux choses à faire. Investir en permanence dans les magasins, parce que nos magasins, ils ont besoin d'investissement, et c'est la raison pour laquelle on a le niveau record d'investissement cette année depuis 10 ans. Et puis en même temps, pour les magasins les plus en difficulté, ceux que vous connaissez d'ailleurs bien, on a recours à des entrepreneurs qui nous aident à les sauver. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais fermé d'hypermarché aujourd'hui, et qu'on transfère à des indépendants et à des entrepreneurs la gestion de ces magasins pour sauver l'emploi et pour permettre à l'entreprise de se développer. Mais je vous promets qu'on continue l'échange après. Merci de votre question et de votre intervention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a une autre? S'il n'y a pas d'autres questions. Si, il y a un monsieur là-bas. S'il vous plaît, une petite dernière. Pareil, vous vous présentez une question, s'il vous plaît. Bonjour, Samuel. Bonjour. Je gère une entreprise de maçonnerie taille de pierre, une petite PME. J'ai entendu à peu près le sujet, j'ai compris. Ma question est celle-ci. On pense toujours au partage des richesses, mais globalement, pensez-vous qu'on pourrait un jour, dans notre pays,
et croyez-moi que nous, les tailleurs de pierre, on l'aime, notre pays, avoir un véritable débat sur comment pourrions-nous créer des richesses de telle manière à ce qu'on puisse les redistribuer. Je pense que le vrai sujet, c'est comment on peut les créer, ces richesses. Voilà, si quelqu'un a une réponse. Alors, j'ai fait simplement allusion tout à l'heure en disant que le vrai problème, c'était effectivement de générer de la richesse plutôt que de gérer la pénurie. Et pour imager mon propos, pour ceux qui, ayant du temps à perdre, ont suivi ce dossier, qu'est-ce qui a fait achoper le conclave? Le fameux conclave sur les retraites. Finalement, ce ne sont pas tellement des considérations techniques sensibles sur la pénibilité, la réparation, la prévention. Ce n'est pas ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est qu'on ne s'est pas accordé sur l'impact que le taux d'emploi, que les créations d'emplois, que l'augmentation du travail produit en France aurait sur la croissance, donc faire travailler les gens plus longtemps, pas que les seniors, d'une manière générale, beaucoup mieux faire travailler les jeunes, beaucoup mieux organiser les transitions professionnelles. On vient de signer, il y a quelques jours, un accord qui, sans être historique et malgré tout important, entre partenaires sociaux sur les transitions professionnelles. Et nous, notre thèse, la thèse du MEDEF, c'est celle-là. C'est qu'il faut qu'en investissant plus, ça suppose qu'on ait les moyens d'investir, en travaillant plus, eh bien notre pays se donne des marges de manœuvre pour effectivement, pour commencer, préserver l'emploi, ensuite le développer, pour augmenter les salaires, pour générer du pouvoir d'achat par voie de conséquence. Parce qu'actuellement, la réalité, c'est qu'on a un taux de chômage qui est en train de réaugmenter. On a des salaires qui ont augmenté cette année, il y a des gains de pouvoir d'achat, mais qui s'appliquent à une fraction de la population qui est insuffisante. Et moi, j'ai proposé à toutes les organisations syndicales, et je pense qu'on va déboucher, d'ouvrir un chantier qui peut paraître très conceptuel, très théorique, mais qui me paraît au contraire très fondateur, qui est celui du modèle productif français. Veut-on, dans ce pays, revenir à la prospérité, par voie de conséquence, se donner des horizons, redonner le moral, redonner de l'appétit à nos concitoyens, plutôt que, comme typiquement c'est le cas aujourd'hui, devoir aller racler les fonds de tiroir, savoir à qui on va refiler la patate chaude. Moi, je suis 100% d'accord avec vous. Ça vaut pour la construction, d'ailleurs. Bon, alors vous voyez, on ne sait pas quelle forme ça prendra, c'est une annonce. Est-ce que ce sera un conclave sur rénover le modèle social français? En tout cas, je vous remercie, je suis désolée, c'est très court. S'il y a encore quelques débats, je pense que nos interlocuteurs, M. Bompard, M. Martin, se prêteront au jeu des questions-réponses. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. Bonne session suivante.